Monsieur Demurger, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Malheureusement, vous ne pouvez pas être avec nous jeudi soir. Et j'en suis vraiment désolé, ça aurait été avec grand plaisir, mais en tout cas, merci de m'inviter à tourner cette vidéo. Bon, on voulait vous remercier surtout d'avoir préfacé notre ouvrage. C'est un ouvrage qu'on a mis beaucoup de temps à écrire avec notre ami chercheur Daniel Ray. Et on cherchait une personne emblématique dans une entreprise, une grande entreprise. Tout le monde parle de Maïf sur ce sujet-là, et on se disait, mais comment allons-nous faire, parce qu'on ne se connaît pas, pour qu'on puisse avoir un témoignage de Monsieur Demurger. Et vous avez accepté, et c'est un vrai grand plaisir, d'avoir préfacé notre bouquin. Bah écoutez, Alors, plaisir partagé. Plutôt que de reprendre l'ensemble de la préface, j'ai 3 questions pour vous, qui évidemment va intéresser toute l'audience. La première, évidemment, concerne ce que nous on appelle une éruption de culture client, qui est apparue au début du confinement. On a dû vous poser 15 000 fois la question, mais je suis désolé de ne pas encore en parler, mais c'est quelque chose qui a été marquant pour nous. Évidemment pour les clients, vous allez nous raconter, mais pourquoi on en parle? Parce que pour les collaborateurs, ça a dû être extrêmement marquant, parce qu'une décision, pour qu'un patron prenne une décision de ce type-là, ça a dû marquer les esprits aussi des collaborateurs. Donc, juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça vous est venu? Comment vous avez décidé ça? Quels étaient les moteurs, les mobiles? Et surtout, quelles ont été les conséquences? Avec grand plaisir, parce que c'est un épisode alors effectivement très marquant et tellement positif de notre histoire récente. Donc on est en mars 2020, début du premier confinement, et très vite on se rend compte que confinement veut dire quoi? Veut dire que tout le monde est chez soi, veut dire que les voitures ne circulent plus, et donc par hypothèse qu'il n'y a plus d'accidents automobiles. Or, nous, on est assureurs, on encaisse des primes pour pouvoir payer, régler ce qu'on appelle les sinistres, c'est-à-dire rembourser nos assurés lorsqu'ils ont un accident automobile. Et évidemment, moi j'avais fixé comme principe au début de la crise sanitaire, j'avais dit, il est hors de question que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise sanitaire. Il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui souffrent, des secteurs économiques entiers qui souffrent. Et donc, évidemment, il est hors de question d'en tirer profit. Et donc, très vite, l'idée est venue de tout simplement rembourser cet argent qui, d'une certaine manière, ne nous était plus dû, qui était l'argent des primes d'assurance automobile correspondant à la période du confinement. Et donc, on a décidé de restituer cet argent à nos sociétaires. Alors évidemment, ça correspondait, ça faisait un montant relativement important, une centaine de millions d'euros, c'est-à-dire en gros, pour donner un ordre de grandeur, quasiment notre résultat annuel. L'année précédente, en 2019, on avait fait 127 millions d'euros de résultats, donc c'était quasiment le résultat que l'on a mis en jeu. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le jour où j'ai pris cette décision, immédiatement, c'était un week-end, à peine 2 semaines après le début du confinement, j'ai réuni toutes les équipes concernées, parce qu'il y avait tout un tas de problèmes juridiques, techniques, informatiques, fiscaux à régler. Donc on a travaillé tout le week-end pour voir déjà si c'était possible, juridiquement, techniquement, opérationnellement. Et immédiatement, j'ai senti une absence totale d'hésitation, et même un engouement extraordinaire. Et ça fait maintenant presque 2 ans que l'on a pris cette mesure. Et moi, ce que j'observe depuis 2 ans, ce sont 2 choses. D'abord, on a eu en 2021, par exemple, un développement historique. On a battu notre record de développement, notre record historique. Depuis la création de la Maïf en 1934, on n'avait jamais fait une année commercialement aussi bonne. Avec des nouveaux clients, vous voulez dire? Avec de nouveaux clients, plus une fidélité renforcée de nos clients en portefeuille. Et donc on arrive à la fin de l'année à un solde net que l'on n'avait jamais atteint depuis l'origine de l'entreprise. Et puis, et c'est complètement corrélé, une espèce à la fois d'adhésion et je dirais même de fierté du corps social en interne, qui est extraordinaire. Moi, j'ai reçu des témoignages, j'ai reçu des centaines de messages de collaborateurs qui, évidemment, jamais n'écrivent directement au patron de l'entreprise, et qui, là, spontanément, m'ont écrit en me disant « Mais qu'est-ce qu'on est fiers de travailler dans une entreprise comme la Maïf et qui est capable de prendre des décisions comme celle-ci. » Pourquoi la Maïf et pas les autres? Pourquoi ça paraît tellement naturel quand on vous écoute, on se demande pourquoi vous êtes le seul à l'avoir fait.
Je pense sincèrement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et je pense sincèrement que on ne peut pas prendre une décision de cette nature, qui est quand même, encore une fois, financièrement très engageante malgré tout. On ne peut pas, y compris tout simplement psychologiquement, arriver à prendre une décision d'une telle nature s'il n'y a pas tout un passé, toute une culture d'entreprise autour du respect du client, autour également du respect du collaborateur, autour de cette symétrie entre le lien de confiance. Nous, on s'est fixé comme raison d'être le sujet de l'attention sincère portée à l'autre. Porté aux collaborateurs, porté aux clients, porté au monde d'une manière générale. On essaye d'avoir un impact positif, y compris sur le plan environnemental. Et je pense que c'est vraiment nourri par cette culture de l'attention qu'on peut prendre une décision de cette nature. Je pense que psychologiquement, autrement, on est juste bloqué parce qu'on est dans des schémas traditionnels. Il faut sortir de ces schémas traditionnels. Alors, dans votre entreprise, il y a énormément de collaborateurs qui sont en fonction support, en tout cas en fonction back-office, comme on dit. Ouais. Certaines entreprises qui veulent travailler leur culture client se concentrent sur les collaborateurs au contact du client. Ouais. Vous occupez aussi évidemment des collaborateurs qui ne sont pas au contact du client pour les mettre dans ce train de la culture client. Comment vous y prenez ? Alors d'abord, le premier point, moi ce que je voudrais dire, c'est que là où je vous rejoins complètement, c'est que la qualité de la relation client, c'est pas une question de technique, c'est pas une question de process, c'est pas une question d'outils, c'est d'abord et avant tout une question de culture. Et cette culture, on l'obtient comment ? On l'obtient d'abord par la fixation de nouvelles règles managériales. Un management qui n'est pas un management descendant, qui repose sur l'autorité, mais qui est un management au contraire orienté finalement vers la recherche de l'épanouissement du collaborateur. Quand on agit pour l'épanouissement du collaborateur, pour qu'il se sente bien dans son travail, qu'il se sente bien dans l'entreprise, qu'il se sente bien dans l'équipe dans laquelle il évolue, en lui donnant d'abord une conscience plus aiguë de sa contribution à la mission globale de l'entreprise, qu'il trouve du sens à son engagement quotidien, en lui donnant de très grandes marges de manœuvre, tout simplement en lui faisant confiance. Lorsqu'on a au contact du client, un conseiller, chez nous un gestionnaire de sinistre, en considérant que c'est lui qui est le mieux à même de juger d'une situation et de trouver la solution adéquate. Lorsque vous lui faites confiance, lorsque vous lui donnez du sens, que vous lui faites confiance, et qu'en plus vous essayez dans l'entreprise d'entretenir un climat plutôt de bienveillance, je parlais tout à l'heure d'attention portée à, évidemment qu'on crée en faisant tout ça, un environnement de travail dans lequel le collaborateur se sent bien, s'épanouit, et finalement s'engage, et finalement devient, au fond, le meilleur ambassadeur de la marque. Et ça, il doit le ressentir partout dans l'entreprise. Il doit sentir que ça n'est pas quelque chose d'artificiel, de factice, que ça n'est pas fait simplement pour essayer d'obtenir la meilleure relation client, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et forcément, lorsqu'il le vit, ça se sent et il dégage ça au contact du client final. Ça doit s'incarner par l'ensemble de vos N-1 qui doivent aussi l'incarner par l'ensemble des N-2, etc. Et donc, vous prêtez une attention particulière aux nominations, à qui vous embauchez ou qui vous valorisez dans l'entreprise. J'imagine que ça rentre en ligne de compte. Complètement. Ça rentre totalement en ligne de compte avec systématiquement la valorisation d'une culture du collectif plutôt qu'une culture individualiste. Et il nous est même arrivé, pour être complètement transparent, de devoir nous séparer de managers, de cadres, y compris de très haut niveau dans l'entreprise, qui étaient sur un plan strictement professionnel et technique, éventuellement très, très compétents, qui avaient des résultats, etc., mais qui allaient à l'encontre de cette culture, de cette sorte d'harmonie finalement du collectif, qui eux-mêmes d'ailleurs ne s'y retrouvaient pas. Et au bout d'un moment, on a fait ce constat et on a dû se séparer. Donc oui, c'est un critère de recrutement. Oui, bien sûr, c'est un critère permanent d'accompagnement de l'ensemble des managers. Et ça peut même aller au-delà. Oui. J'ai une dernière question, M. Demurger.
vous êtes très engagé dans l'impact sociétal. Oui. Alors vous parlez de l'attention aux collaborateurs, on a vu, l'attention aux clients, c'est évidemment en conséquence. Et l'impact sociétal, c'est une question qu'on se pose beaucoup, nous, au sein de notre entreprise, en se disant, mais parce qu'on est obsédé par la culture client, mais on voit bien le rôle et l'importance de l'impact sociétal aussi dans les entreprises. Comment est-ce que vous faites la jonction entre... D'abord, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et comment vous managez cette affaire? Il y a un lien entre les deux et il y a un lien dans les deux sens. Je ne crois pas qu'on puisse aller vers la recherche d'un impact sociétal au cœur de chacune des activités de l'entreprise. C'est ce que nous cherchons à avoir. Pas seulement à avoir un impact à côté de notre activité, mais véritablement enraciné au cœur de chacune de nos activités. Et ça, vous ne pouvez pas l'obtenir si déjà il n'y a pas un socle managérial, justement basé sur la confiance, basé sur le sens, parce qu'il faut créer une dynamique du corps social autour de cette recherche d'impact. Et puis, il y a un lien alors extrêmement fort dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, pour souder cette communauté, pour rendre les collaborateurs fiers de leur entreprise, fiers d'appartenir à cette entreprise, pour les convaincre de s'engager encore plus, il faut qu'ils y trouvent du sens. Et ce sens, ils le trouvent très largement dans la recherche d'impact positif. Ça finalement, ça rejoint le début de notre échange sur la mesure de remboursement de ces 100 millions d'euros à nos assurés. Évidemment que ce genre d'action, et on les multiplie dans beaucoup de domaines, ce genre d'action crée un élan en interne qui est extrêmement fort. Oui. Super, merci beaucoup. Merci à vous.